Ta-na-na-na, ta-na-ta, ta-na-na-na, ta-na-ta, ta-na-na-na-na-na-na. Salut les amis, j'en peux plus. Avec ce confinement là, j'ai coupé tous les arbres du jardin. Mais je me demande vraiment à quoi ça sert, hein. Ça sert vraiment à rien ces arbres, hein. Bon, allez, moi j'y retourne, faut que j'y coupe le cerisier maintenant. Salut Fred, ta question est très intéressante, mais détrompe-toi, les végétaux sont primordiaux pour notre monde et plus particulièrement pour les écosystèmes qui le peuplent. On peut se demander quel serait l'impact sur le cycle du carbone de la disparition d'un très grand nombre de végétaux. C'est très simple, donc déjà on va pouvoir définir ce que c'est que le cycle du carbone. Je vais te l'expliquer tout de suite. Le cycle du carbone, c'est le fait que le carbone qui est détenu dans l'atmosphère sous forme de CO2 redescende sur Terre pour ensuite être renvoyé vers le sol et repartir vers l'atmosphère. Donc les végétaux tiennent le premier rôle de ce cycle du carbone qui est de capter le CO2, donc le dioxyde de carbone de l'atmosphère et de le transformer en matière organique qui va pouvoir être utilisée par les autres êtres vivants qui vivent dans notre sol ou à la surface, comme les bactéries ou les animaux. Donc ces végétaux, pour capter ce CO2, font une photosynthèse. Donc ils utilisent l'énergie solaire pour fabriquer de la matière organique en fixant le carbone dans des hydrates de carbone. Une partie rejoint l'atmosphère par respiration cellulaire à la suite de cette photosynthèse. Et ensuite, l'autre partie de ce CO2, donc de ce carbone, rejoint le sol en étant assimilé dans la biomasse végétale. Le cycle du carbone est un cycle biogéochimique, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi le cycle de l'azote par exemple. Et on peut parler des différents organismes qui vont participer à ces cycles biogéochimiques, parce qu'évidemment il n'y a pas que les végétaux, même s'ils tiennent entre guillemets le premier rôle. On peut parler notamment des bactéries, qui vont permettre aux plantes de capter l'azote du sol après nitrification de l'azote organique. Ensuite, on peut parler des décomposeurs, comme les vers de terre ou les champignons. Par exemple, les champignons digèrent la matière organique et permettent aux éléments nutritifs de retourner à la terre. Si on parle des vers de terre, donc ils décomposent également la matière organique morte et minéralisent le carbone et l'azote en tant qu'agent de l'humification. Donc l'humus, c'est dans le sol une partie très fine qui est composée de minéraux ainsi que de matière organique morte, de végétaux et d'animaux. Les vers de terre participent également à augmenter les infiltrations d'eau et donc à réduire les ruissellements en surface. Je vais parler du cycle de l'azote à l'instant, Fred. Donc le cycle de l'azote, donc tu te rappelles du coup du cycle du carbone maintenant. Le cycle de l'azote, c'est à peu près la même chose. Seulement, les plantes sont incapables de fixer l'azote de l'air, qui est organique. Elles auront besoin de bactéries symbiotiques, appelées rhizobiums, afin de fixer cet azote. Que font en fait ces bactéries symbiotiques? Elles vont fixer l'azote de l'air, le transformer en ammonium, puis le transformer en nitrate. Ces nitrates vont pouvoir être absorbés par la plante, car c'est une forme minéralisée de l'azote. Afin donc de faire une symbiose dont je te parlais tout à l'heure, on peut regarder en fait cette figure-là. On voit les racines des plantes et des petites boules accrochées à ces racines. Que sont ces boules? Ce sont en fait des nodules ou nodosités. Ces nodules ou nodosités illustrent cette symbiose entre les bactéries et la plante. C'est-à-dire que les bactéries interviennent dans la fixation biologique de l'azote en se fixant à la plante et elles vont en fait augmenter la surface d'échange avec l'environnement. C'est à ça en fait que vont servir ces nodosités. Pour illustrer cette symbiose et l'utilité de ces bactéries rhizobium pour la plante, je t'ai fait un petit schéma, Fred. Donc ici on peut voir, regarde, les racines de la plante avec les bactéries qui sont tout autour en violet ici. Donc les bactéries s'approchent de la plante. Ensuite, la plante commence à former des petits morceaux afin d'enrouler la bactérie dans sa racine. Et enfin, les nodules sont formés et l'azote que tu vois en rose ici peut venir sur la plante afin d'être transformé par les bactéries en minéraux et être absorbé par la plante. Bon, maintenant Fred, c'est bien gentil, je t'ai parlé de forme minéralisée de l'azote. Mais quelle est vraiment cette forme minéralisée? Donc comme je t'ai dit, les végétaux ne peuvent absorber par leurs racines que l'azote sous forme minéralisée. Cette forme minéralisée sont les ions ammonium, NH4+, et les ions nitrate, NO3-. Or, dans le sol, l'azote est sous forme organique.
C'est là que les bactéries donc jouent un rôle primordial, comme je t'ai montré tout à l'heure. Elles vont transformer en fait cet azote organique en azote minéral après l'avoir fixé. Les bactéries enclenchent un processus de nitrification afin de rendre l'azote assimilable par la plante. En fait, nous pouvons même dire que les bactéries jouent une sorte de rôle de boîte qui va capter l'azote organique, le transformer en azote minéral et le relarguer pour la plante pour qu'il soit directement assimilable. Donc pour te résumer un petit peu tout ça, Fred, je vais juste expliquer très vite le rôle des végétaux ainsi que des décomposeurs dont on a parlé tout à l'heure, donc qui sont les champignons ou les vers de terre par exemple, dans le cycle du carbone et dans le cycle de l'azote. Donc dans le cycle de l'azote, les végétaux vont assimiler l'azote minéral du sol grâce aux bactéries symbiotiques dont on a parlé tout à l'heure. Les décomposeurs, eux, vont permettre de décomposer la matière organique morte, comme les cadavres animaux ou végétaux qui vont avoir assimilé en fait cet azote, afin de rendre l'azote à nouveau disponible dans le sol sous forme d'ammoniac et ensuite le rendre disponible aux bactéries nitrifiantes. Pour ce qui est du cycle du carbone, les végétaux vont permettre par le biais de la photosynthèse de capter le carbone atmosphérique. Ce carbone atmosphérique est détenu sous forme de CO2. Les décomposeurs, eux, vont permettre de décomposer, comme pour le cycle de l'azote, la matière organique morte afin de rendre le carbone à nouveau disponible dans l'atmosphère et donc d'enclencher un nouveau cycle. Donc dis-toi Fred que sans les végétaux, on ne serait pas grand chose parce que le carbone ne serait pas assimilé par les végétaux, il n'y aurait pas de cycle du carbone et donc de ce fait, des gaz à effet de serre comme le méthane qui renferme du carbone seraient bien plus importants dans l'atmosphère, ce qui engendrerait un réchauffement climatique encore plus important que celui qu'on a aujourd'hui. Je t'ai dit que les végétaux étaient les seuls à pouvoir capter le carbone organique dans l'atmosphère. Donc ce qui veut dire que s'il n'y a plus de végétaux, les autres animaux ne peuvent plus non plus s'alimenter en carbone. Pour finir Fred, j'aimerais juste citer un poème d'André Chédid, donc, qui dit « Parcourir l'arbre, se lier au jardin, se mêler aux forêts, plonger au fond des terres pour renaître de l'argile, peu à peu. » Est-ce que ça t'évoquerait pas le cycle du carbone et de l'azote, ça? Mais du coup, tu viens de me dire que ça sert à la photosynthèse, les feuilles. Mais est-ce que ça sert à autre chose? Ah, c'était une question que j'attendais, Fred, ça. C'est très intéressant. En fait, la feuille n'a pas que la photosynthèse comme fonction. Elle permet aussi l'évaporation de l'eau et sa circulation. La feuille est composée de plusieurs tissus qui vont assurer en fait ses fonctions vitales, qui sont la photosynthèse, l'évaporation de l'eau ou la circulation de l'eau. Donc on peut parler des stomates qui vont permettre l'évaporation de l'eau dans la feuille. Ensuite, on peut parler du xylème et du phloème qui vont permettre une circulation de l'eau. Ce sont des vaisseaux conducteurs. On peut parler aussi donc de tissus comme le parenchyme qui est également appelé le mésophylle ou le collenchyme. Il y a aussi une partie sur la feuille qui, attention, elle n'est pas un tissu, c'est la cuticule. Donc qu'est-ce que la cuticule? La cuticule, c'est ce que tu peux voir ici, Fred, donc sur cette figure-là. En fait, la cuticule, on en retrouve dans les feuilles, car c'est une structure protectrice. C'est une structure protectrice pour des organes aériens de la plante et elle limite les pertes en eau. Et en fait, l'épaisseur de la cuticule va varier selon les besoins en évaporation d'eau. Donc l'épaisseur de la cuticule va influencer l'évaporation de l'eau. Pourquoi c'est une cuticule? Sur ce schéma, on voit bien 3 couches, donc avec la paroi. Ensuite, sur le dessus, la cutine ou cire intracuticulaire. Et enfin, encore au-dessus, les cristaux de cire épicuticulaire. Je viens de te parler à l'instant, Fred, de nombreux tissus dans la feuille, comme les tissus protecteurs, conducteurs, de soutien ou fondamentaux. Mais on peut aussi déterminer 2 principaux tissus qui sont le phloème et le xylème. Donc ces tissus sont des tissus conducteurs car ils permettent la circulation des éléments indispensables à la plante. Donc ces éléments indispensables vont aller des feuilles aux racines ou des racines aux feuilles. Donc le xylème comporte la sève brute et le phloème comporte la sève élaborée. Donc le xylème comme le phloème ont une origine méristématique primaire et secondaire quand il s'agit de bois. Alors Fred, je t'ai parlé tout à l'heure de 3 fonctions principales pour la feuille, qui sont l'évaporation de l'eau, la circulation de l'eau et bien sûr la photosynthèse.
Pour illustrer en fait ces différentes fonctions de la feuille, on peut s'intéresser à l'anatomie de cette feuille avec les 3 graphiques que je vais te montrer maintenant. Donc le premier graphique représente la différence d'épaisseur entre 2 feuilles, une située au soleil et l'autre située à l'ombre. Le deuxième graphique représente lui l'épaisseur de la cuticule de la feuille, donc qui a un rôle de protection et donc d'empêcher l'évaporation de l'eau à l'intérieur de la feuille. Donc différence de cuticule entre une feuille au soleil et une feuille à l'ombre, toujours. Et enfin, le dernier graphique représente la densité de stomates présente dans la feuille, toujours au soleil et à l'ombre. Donc, qu'est-ce que on peut voir sur ces graphiques? C'est simple. En fait, sur ces graphiques, on voit que pour les 3, valeur à l'ensoleillement est plus élevée. Pourquoi? Donc, pour ce qui est de l'épaisseur de la feuille ou de l'épaisseur de la cuticule. Cette différence est due au fait qu'on ne veut pas forcément que la feuille ait une évaporation d'eau trop importante au soleil. Parce que sinon ça va entraîner une déshydratation. Donc en fait, la feuille va être plus épaisse au soleil pour déjà protéger le phloème et le xylème qui sont les tissus conducteurs de la feuille. Et la cuticule va être plus épaisse afin d'empêcher trop d'évaporation d'eau. Pour ce qui est de la densité de stomates dans la feuille, on va avoir donc plus de stomates au niveau d'une feuille exposée au soleil parce qu'on veut privilégier les échanges qui se font du coup par le biais des stomates, donc les échanges gazeux, au soleil plutôt qu'à l'ombre. Parce qu'à l'ombre, la feuille ne va pas forcément tirer profit de tous ces échanges. En tout cas, pas autant qu'au soleil où cette feuille va exercer une photosynthèse, comme on disait tout à l'heure. Ah, qu'elles sentent bon ces fleurs. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que c'est que tous ces petits trucs à l'intérieur de la fleur? Eh ben dis donc Fred, tes fleurs dans ton jardin, elles sont sacrément belles. Hein. En tout cas, c'est une très bonne question. Que sont en tout cas les petits éléments à l'intérieur de ta fleur? En fait, la fleur est l'organe reproducteur de la plante. Et les éléments que tu vas retrouver enfermés à l'intérieur de cette fleur sont les différentes parties de ces organes reproducteurs. Donc, par exemple, tu vas avoir les pistils pour les organes féminins et les étamines pour les organes masculins. En fait, vraiment, le rôle, la fonction de la fleur est d'abriter les organes reproducteurs de la plante. Ensuite, je vais pouvoir te montrer donc une fleur. Donc ça, c'est une fleur monocotylédone. Alors, pourquoi on peut dire que c'est une fleur monocotylédone? Donc c'est une coupe sagittale qui passe donc au milieu de cette fleur. Le fait que ce soit une coupe sagittale peut nous indiquer que c'est une coupe monocotylédone parce que les pièces florales donc, sont au nombre de 3, en tout cas multiples de 3, et donc la fleur est symétrique. Donc là, on peut par exemple penser que la fleur va avoir 6 pétales. Ensuite, on a différentes choses de marquées sur cette figure. Donc, les différentes réactions de la fleur qui va être exposée à un stress thermique et les réactions de la fleur exposées à un stress hydrique. Donc si on mesure les réactions de la fleur, on va mesurer les réactions des organes reproducteurs. Ces organes reproducteurs, on voit donc exposés à un stress hydrique ou à un stress thermique qu'ils sont moins fertiles. En fait, ça va engendrer une baisse de fertilité. En fait, ces stress ont une incidence sur les organes reproducteurs de la fleur, de la plante, pardon, parce que la fleur est l'organe reproducteur. On peut voir par exemple une augmentation de l'avortement floral à un stress thermique ou une augmentation de l'avortement des ovules exposés à un stress hydrique. On peut aussi observer une sorte d'atrophie de certaines parties comme les anthères en stress hydrique. Alors, pourquoi on va avoir une atrophie qui va être exposée à la suite d'une exposition à un stress thermique ou hydrique? On peut penser que ça pourrait être à cause du gène LIFI qui va pouvoir en fait être modifié en présence de ces différents stress. Ce gène LIFI va être impliqué dans le développement de la fleur, donc dans le développement des organes reproducteurs de la plante. Et en fait, cette baisse de fertilité va être assez négative pour tout ce qui va être production agronomique, parce que va y avoir moins de reproduction de la plante et donc moins de nombre et de production au niveau des cultures. Donc, pour essayer de remédier à ça, on peut peut-être se demander si on pourrait modifier le gène LIFI, donc en tout cas le manipuler pour produire plus, ou en tout cas éviter les stress hydriques ou thermiques au niveau des cultures. Et ça pourrait arranger pas mal de choses. Bon allez, une petite pause, une petite crêpe. Et moi Jamy, les crêpes je les aime comme les Canadiens, avec du sirop d'érable. Mais au fait Jamy, tu trouves pas que le sirop d'érable, ça ressemble à la sève des arbres? Et moi aussi j'en veux des crêpes Fred.
Bon, en tout cas, juste pour répondre à ta petite question, alors oui, c'est normal que le sirop d'érable ressemble à la sève des arbres parce que c'est la sève d'un arbre bien particulier qui est l'érable à sucre. En fait, alors juste pour te faire un petit topo, l'érable à sucre possède une sève qui est riche en saccharose. J'ai fait une sorte de petit exercice que je te montre à l'instant sur la teneur en saccharose dans la sève de l'érable à sucre pour un peu t'expliquer tout ça. Alors, Fred, comme je te disais, on va essayer de voir que la concentration de saccharose est élevée dans la sève de l'érable à sucre. Donc, pour cela, on va faire une cellule galvanique avec à l'anode des électrodes en zinc et à la cathode des électrodes en cuivre. Donc, ici, on va avoir les deux demi-réactions donc à l'anode et à la cathode et la réaction globale de cette cellule galvanique. Ensuite, on peut donner la notation symbolique de cette pile, donc que voici. Ensuite, on va faire une hydrolyse du saccharose pour essayer d'avoir la concentration donc, que l'on va appeler C2, qui est la concentration de glucose que l'on va avoir dans la solution à l'état final. Donc cette concentration de C2, on va essayer de l'exprimer en fonction de C1, V1 et V2, et donc cette concentration va nous donner C2 est égal à C1, V1 sur V2. Ensuite, on va pouvoir faire une oxydation du glucose par le diiode. On va avoir les deux demi-équations correspondant à la réaction entre les deux composés et l'équation bilan de cette réaction d'oxydoréduction. Ensuite, on va prélever de la solution de glucose et on va y ajouter de la solution de concentration C3. Donc, on va exprimer la quantité de matière de diode restant à l'état final de la réaction en fonction de C2 et C3. Pour cela, on va faire un tableau d'avancement donc que je te passe. Et on arrive au final à une équation qui va être N diode est égal à C3V3 moins C2V glucose. Ensuite, on va pouvoir doser l'iode restant par le thiosulfate de sodium et on va donner l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction avec les deux demi-réactions que tu as ici et l'équation bilan que tu as juste après. Enfin, pour calculer la quantité de saccharose qui va être présente dans la sève, enfin la concentration C1, on va d'abord calculer la quantité de matière d'iode dosée, donc avec l'équation que tu as ici avec Ni2, qui va au final nous donner 0,016 mol par litre. Et enfin, donc avec cette concentration C2, on va pouvoir trouver la concentration initiale de saccharose dans la sève de l'érable à sucre, qui va être donc exprimée avec C1 est égal à C2V2 sur V1 comme on l'avait trouvé précédemment. Et ça va nous donner C1 est égal à 0,04 mol par litre. Ah bah franchement, merci Jamy. Bon allez, c'est pas le tout mais moi il faut que je reparte faire bronzette. Allez, salut!